Bonjour et bienvenue dans cette analyse où l'on va se plonger au cœur d'un concept aussi complexe qu'explosif, la discrimination positive. À travers les textes de référence, on va décortiquer cette fameuse tension philosophique qui se cache derrière cette idée. C'est vraiment un sujet fascinant parce qu'il vient bousculer nos conceptions les plus ancrées sur la justice, l'équité et la place de l'État dans notre vie de tous les jours. Allez, c'est parti pour ce décryptage. Section 1. Le paradoxe de l'égalité. Pour commencer, il faut savoir que les sources définissent la discrimination positive par un paradoxe vraiment frappant. L'idée qu'il faudrait, en fait, instituer des inégalités pour pouvoir véritablement promouvoir l'égalité. C'est assez contre-intuitif, non ? La logique derrière tout ça, c'est que pour arriver à une égalité réelle, vraiment palpable sur le terrain, eh bien, il est strictement nécessaire d'avantager dès le départ ceux qui se trouvent en situation défavorisée. C'est un renversement total de notre vision classique de la justice. Et c'est là qu'on assiste à un véritable choc idéologique entre deux visions du monde. D'un côté, on a l'idéal traditionnel, républicain, imaginer un État complètement neutre, totalement aveugle aux différences de couleur de peau ou de sexe, où absolument tout le monde est traité de la même manière. Mais de l'autre côté, on a une approche qui se veut beaucoup plus pragmatique. Cette approche soutient qu'il faut carrément utiliser un traitement différentiel pour corriger des injustices concrètes, comme la persistance du racisme, du sexisme ou les fractures socio-économiques. En gros, l'idée c'est d'adapter la règle pour réparer les inégalités qu'on observe concrètement. Passons à la section 2, des États-Unis à la France. Petit saut dans le temps pour comprendre d'où ça vient. L'origine de cette politique, on la trouve aux États-Unis au début des années 60, sous la présidence de Kennedy. Au tout début, le but de cette fameuse affirmative action, c'était simplement d'empêcher la discrimination raciale à l'embauche. Mais ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle les choses ont bougé. À la fin de cette même décennie, on franchissait déjà un cap énorme. Des lois ont commencé à imposer des quotas pour favoriser activement les minorités discriminées dans certains emplois publics. Il y avait vraiment cette urgence absolue de réduire des écarts qui ne cessaient de se creuser. Et si on traverse l'Atlantique pour regarder ce qui se passe en France, on retrouve des mesures compensatoires très similaires. Par exemple, la réservation de places spécifiques pour les femmes lors des élections locales, ou bien l'instauration de quotas pour les élèves boursiers dans l'enseignement supérieur. Les textes soulignent aussi un autre objectif social majeur, qui est de réimpliquer les populations immigrées, notamment dans les banlieues. L'idée forte ici, c'est de prouver que la mobilité sociale, c'est pas juste un joli concept sur le papier. Il s'agit de redonner confiance à ces groupes en leur permettant d'accéder à des postes à responsabilité. Section 3, une mesure strictement temporaire. Alors là, il y a un point absolument crucial à bien comprendre. La discrimination positive, par définition, c'est une action qui accorde des avantages pour effacer une inégalité, oui, mais toujours sur une base strictement temporaire. C'est transitoire, ce n'est pas du tout conçu pour devenir la nouvelle norme. C'est vraiment pensé comme une parenthèse, une étape indispensable pour venir corriger un déséquilibre à un instant T. Et du coup, ça crée un contraste assez saisissant. D'un côté, on a cette approche temporaire, qui se veut être l'exception qui confirme la règle. Le but ultime, c'est d'accélérer les choses pour arriver plus vite à une société qui ne fera plus du tout attention à la couleur de peau ou aux origines. Mais attention, de l'autre côté, les sources sont très claires sur un risque majeur. Si ce traitement différentiel devenait permanent, on basculerait vers le communautarisme, avec tous les dangers que ça implique, comme le repli sur soi, et, ironiquement, la stigmatisation des populations mêmes qu'on voulait aider au départ. Ce serait littéralement le serpent qui se mord la queue. Ce qui nous amène à la section 4, le grand débat. Forcément, toucher au grand principe de l'égalité, ça provoque un débat extrêmement polarisé. C'est vraiment tranché. Les opposants crient à l'injustice. Pour eux, cette politique contourne tout simplement le mérite personnel. Ils estiment que sélectionner des individus sur des critères comme la couleur de peau ou le sexe, c'est totalement hors de propos et que ça peut même faire passer des candidats avec un niveau théorique inférieur. Mais en face, les partisans ne lâchent rien. Ils défendent une vision ultra pragmatique en expliquant que l'égalité des chances, elle est déjà faussée dès le départ à cause des origines ou du genre. Pour eux, sans ce petit coup de pouce bien pratique, l'égalité resterait juste une belle théorie incapable de changer la vraie vie des gens. C'est presque mission impossible de réconcilier ces deux visions du monde. Par contre, il y a quand même un consensus très fort qui se dégage des analyses. Ces fameuses politiques compensatoires ne sont absolument pas faites pour durer éternellement. C'est écrit noir sur blanc. Elles doivent impérativement s'arrêter net une fois que le niveau d'égalité qu'on espérait est enfin atteint. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez provocatrice, mais tellement essentielle. Puisqu'on sait que ces mesures ont une date de péremption, la vraie question c'est comment on fait, concrètement, pour déterminer avec certitude et objectivité que la véritable égalité a enfin été rétablie. C'est le défi ultime de tout ce paradoxe, et c'est assurément une réflexion qui va continuer d'animer nos sociétés pendant encore très longtemps.